Les philosophes, ils sont très contrastés sur le sport parce qu'ils peuvent être complètement dédiés à la cause du sport, au motif que le sport est l'occasion pour l'homme de témoigner de son arrachement à l'inertie naturelle et par conséquent, le sport peut être identifié par eux comme une forme d'humanisme actif. Moi, j'avoue que je ne me sens pas d'aller chercher dans le sport les arguments pour témoigner en faveur des valeurs humanistes, pour des raisons qui sont sans doute autant biographiques qu'intellectuelles. Les raisons biographiques, bon, je m'en débarrasse rapidement en vous les donnant. Très très tôt, dans ma petite enfance, j'ai été contraint à faire de la gymnastique corrective. Voilà. J'étais embarrassé d'un problème de dos, hein, et à l'époque, eh bien, on vous imposait non pas de la kinésithérapie, mais de la gymnastique corrective. Et c'était un calvaire, parce que le gamin que j'étais était contraint à faire ses exercices dans son coin, en solitaire, pendant que ses copains batifolaient à droite et à gauche, etc. Et j'ai gardé, je pense, du rapport au corps, quelque chose de répulsif, hein, en imaginant que la véritable conquête, c'était de se débarrasser du corps. Hein, et bon, je ne peux pas dire que ça m'ait déterminé dès cette époque vers une philosophie de type platonicien, mais en tout cas, je pense que j'ai fait l'impasse sur le corps et par voie de conséquence sur le sport assez tôt. Vous vous intéressez plus particulièrement au post-humanisme, à la question du post-humanisme, qui est une question qui se pose particulièrement, et pas seulement en des termes triviaux, avec le développement des technosciences. Vous pouvez nous préciser un peu de quoi il s'agit? Oui, bah, cet investissement dans les utopies post-humaines tient à un cheminement qui, au sein de la philosophie, m'a conduit à un moment donné à m'intéresser aux sciences cognitives et à le faire d'un point de vue critique. Je me suis avisé que ces sciences de la cognition, donc qui cherchent à répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'être intelligent, à quoi reconnaît-on l'intelligence, et qui s'intéressent au support de l'intelligence, l'organisme pour les vivants, la machine pour les technologues, eh bien, cet intérêt pour les sciences cognitives m'a conduit à considérer que on y reprenait à bon compte les questions traditionnelles de la métaphysique, mais en le faisant avec l'apport des technologies. Je prends la question des rapports de l'âme et du corps, qui est une question canonique en philosophie, eh bien, c'est une question que les sciences cognitives reprennent à leur compte, en élaborant des modèles destinés à expliquer ce que c'est que l'âme, enfin, ou ce qu'on appelait l'âme, etc. Ou d'autres questions. Alors j'ai eu une approche de ces sciences cognitives, une approche anti-réductionniste, en disant non, ces sciences ne peuvent pas penser ce qu'elles disent penser. Elles ne peuvent pas éliminer, par exemple, l'âme en la réduisant au simple fonctionnement de logiciels. Tout cela m'a conduit progressivement à m'intéresser aux technologies et à l'imaginaire que les technologies secrètent dans nos esprits. Je considère que longtemps la tradition philosophique a fait complètement l'impasse sur la technique, en considérant que c'était une affaire d'esclaves, donc une affaire d'être encore englué dans la nature, une affaire d'hommes sans esprit, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. On ne peut plus faire, avec autant de désinvolture, l'impasse sur les techniques. Les techniques, elles sont là, elles sont notre quotidien, et elles ont vraisemblablement inventé ce que nous sommes. Nous pensons avec les techniques. Ça n'est pas nouveau, mais c'est devenu aujourd'hui complètement criant. Et donc je me retrouve à être parmi mes collègues philosophes, quelqu'un qui prend au sérieux les effets d'annonce ou les prophéties
que développent certains technologues qu'on appelle des technoprophètes, et qui annoncent qu'avec le développement des technologies contemporaines, eh bien, on va réaliser l'homme, on va le réaliser au sens où on va finalement le soulager de tous les éléments qui le rendaient inachevé. Et donc, voilà, je me retrouve à côtoyer, à dialoguer avec des technoprophètes, des post-humanistes qui me disent que les biotechnologies vont nous éviter d'avoir à naître puisqu'elles permettront de fabriquer le vivant, avec des neurobiologistes qui me disent que bon, la souffrance c'est terminé, on va en finir, avec des nano-médecins qui me disent que la vieillesse, on en vient à bout, et puis avec des technoprophètes, pour le coup, complètement intempestifs, qui me disent que la mort, c'est une affaire de temps. On va en venir à bout, puisqu'on parviendra à télécharger le contenu de notre cerveau sur des puces de silicium qu'on pourra implémenter sur des supports inaltérables. Si on suit les technologues donc investis dans ce trans ou dans ce post-humanisme, la question du pouvoir du corps ne se pose plus à proprement parler. Le corps est le support actuel de nos performances, mais il est en voie d'être relayé par la machine. Et c'est plutôt que peuvent les machines qui devient la question directrice. C'est elle qui sert d'instigateur à la recherche technoscientifique. Le corps est une chose du passé, de ce point de vue-là. Au fond, c'est très intéressant. La question révolutionnaire de Spinoza, que peut le corps et non pas que peut la pensée, se trouve évacuée au profit peut-être d'une nouvelle forme d'idéalisme caché derrière la machine. Ah ben complètement, puisque idéalisme, ou même, n'hésitons pas à employer le mot, spiritualisation. Au fond, ça n'est pas tout à fait étonnant que les technoprophètes attirent à eux des gens qui sont formés aux spiritualités, c'est-à-dire à toutes ces approches ascétiques visant à en finir avec le corps et à faire triompher l'esprit. Je crois que notre société développe une conception abstraite du corps. C'est le corps labellisé, c'est le corps support d'une comptabilité, c'est le corps performant et soumis par conséquent au calcul. La sculpture du corps jusqu'au monstrueux, où de fait ce ne sont pas des corps, ce sont des anatomies. Et l'anatomie, elle est calibrée, elle est mensurée, et elle répond effectivement à des critères qui sont des critères objectifs. Si on peut recourir au nombre d'heures pour inscrire un corps, alors on est au comble de la joie. L'humanisme de la modernité a aussi un terme avec le post-humanisme dont on parle. Il me semble qu'avec la modernité, avec le développement d'un certain individualisme, le corps s'est trouvé soumis à cette entreprise généralisée, effectivement, de maîtrise sur quoi? Sur la nature, c'est-à-dire sur l'extériorité, sur ce qui nous est donné et qu'on n'a pas choisi. Et de ce point de vue-là, la modernité, elle est empreinte d'une métaphysique qui consiste à vouloir déduire la passivité d'une activité. Bon, les philosophes les plus techniques au XIXe siècle l'ont dit à leur manière, dans le contexte de ce qu'on a appelé l'idéalisme allemand, où la question de base, c'était de déduire le donné, faire en sorte que nous soyons dans une position pratiquement de démiurge, de créateur, qui ne nous laissons pas imposer une extériorité, mais qui démontrons que cette extériorité est en réalité le produit de notre intelligence. Donc, il me semble que le corps, en tant que cette surface de passivité, devient le défi même que se donne la modernité, qui cherche à réduire tout ce qui limite notre autonomie, tout ce qui limite notre liberté.
Au fond, la modernité en tant que recherche d'autonomie ne pouvait pas passer à côté du corps et du sport comme une des modalités de conquête de cette autonomie. Le sport s'institutionnalise, devient une institution à part entière, au fond, au XIXe siècle, et c'est inséparable de tout ce processus de quantification qui accompagne cette modernité affirmée au XIXe siècle, des sciences en particulier. Il n'y a de science que du mesurable, c'est bien connu. Et est-ce que le sport, finalement, n'est pas pris dans ce processus de quantification jusqu'à aboutir à une sorte de réduction numérique, à une réduction binaire, le corps binarisé, entre guillemets? La numérisation que vous évoquez, elle est intéressante parce qu'elle correspond à une dématérialisation du corps. Et au fond, l'objectif même de la maîtrise sur le corps doit aboutir à la dissolution même du corps. Puisque le corps, c'est ce qui résiste, par définition. Les exercices que nous mettons en place, c'est pour briser cette résistance du corps. Eh bien, la matérialisation, c'est-à-dire la dématérialisation, la transformation de ce qui résiste en langage informatique est le comble même de ce triomphe de la résistance. Et c'est pour ça que souvent, chez les technoprophètes, chez les geeks, on n'hésite pas à associer le web à une conquête spirituelle. C'est pour ça que souvent les adeptes du bouddhisme se sentent tout à fait bien dans le cyberespace, parce qu'ils y voient quelque chose comme ce triomphe sur l'individu qui est fermé dans des limites. Et faire sauter ces limites, c'est une façon de conquérir l'esprit et d'atteindre son nirvana. Ce que Darwin n'imaginait pas, c'est cette forme de l'évolution. Nous partons du singe au code-barre. C'est extraordinaire. Donc ici, vous avez une belle illustration de ce que vous êtes en train de dire, cette dissolution, au fond, de l'homme dans le numérique, dans le binaire. Voilà, absolument. Et on voit, on va du plus pesant au plus léger, au plus aérien. Enfin, bon, peut-être qu'on aurait pu rêver de rester dans une phase intermédiaire où le sport confine à la grâce. Et qu'est-ce que c'est que la grâce, sinon cette possibilité d'évoluer sans résistance. Non, la grâce, malheureusement, on l'a assujettie au nombre, à la comptabilité, et c'est devenu le code-barre. Marcel Mauss a bien mis en évidence le travail sur les corps, c'est un élément essentiel de la culture. Mais aujourd'hui, il y a la technologie du sport. C'est une fausse continuité. Est-ce que ce n'est pas illusoire d'imaginer, au fond, que travailler sur les corps, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas là un saut qualitatif et pas simplement une variation de degré? Je pense que là où il y a un saut qualitatif, c'est essentiellement que ces pratiques du corps, elles sont maintenant universelles. Elles empruntent des canons et des standards qui sont universels. Chez Marcel Mauss, les pratiques du corps désignaient effectivement les cultures, dans la mesure où les cultures endossaient des singularités. Et le corps, les scarifications, les tatouages, les piercings, ce qu'on n'appelait pas évidemment des piercings dans le contexte étudié par Marcel Mauss, mais tout cela témoignait de cette volonté d'inscrire les corps et par conséquent de les marquer du sceau d'une culture, d'une singularité. Aujourd'hui, dans la mesure où l'anthropotechnique obéit à des canons scientifiques, à des critères scientifiques universalisables, eh bien, on ne peut plus associer cette inscription des corps avec un mouvement culturel. On est là dans une entreprise qui est plutôt une entreprise, d'arraisonnement illimité. C'est assez extraordinaire, cette espèce d'engouement qui revient aujourd'hui pour le cyborg.
certains technoprophètes n'hésitent pas à dire que grâce au cyborg, on va pouvoir se débarrasser de toutes les oppositions dans lesquelles nous nous enferrons. C'est une manière de donner donc une traduction métaphysique à la question du cyborg, à dire, mais enfin voilà, on s'enferre depuis longtemps dans l'opposition nature-artifice, nature-culture, homme-femme, âme-corps, etc. Avec le cyborg. Vivant-mort. Vivant-mort, exactement, vivant-mort, inerte, actif. Grâce au cyborg, on va pouvoir faire sauter ces oppositions métaphysiques. Moi, l'autre. Moi, l'autre. Mais oui, vous voyez, donc tous ces éléments-là. C'est pour ça que le cyborg fascine autant les philosophes déconstructionnistes, comme on les appelle quelquefois, disciples de Derrida ou d'autres, hein, qui considéraient que la métaphysique avait échoué parce qu'elle a chopé sur des oppositions irréductibles. Et le cyborg, il devient même aujourd'hui ce symbole même de l'émancipation métaphysique dont on rêve, dont la modernité a rêvé jusqu'à aujourd'hui. Tout ça peut renvoyer à une remarque très judicieuse faite par le philosophe allemand Günther Anders dans l'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire cette idée au fond de honte prométhéenne d'être soi, qui est ce sentiment d'impuissance à l'égard des machines que les hommes ont créées. C'est pas simplement l'apprenti sorcier, c'est encore plus puissant que l'apprenti sorcier. Bien sûr. Ah oui, cette honte prométhéenne d'être soi, elle consiste essentiellement à avoir honte d'être né. Günther Anders le dit de cette manière-là. Nous avons honte d'être nés parce que nous sommes nés du hasard de la rencontre de gamètes et ce hasard nous a fait être ce que nous sommes. Et la honte, elle consiste à être contraint à endosser ce que nous sommes. Ce que nous voudrions, c'est pouvoir nous fabriquer. Et c'est ça qui nous sortirait de la honte. Et nous fabriquer sur le modèle de ces machines que nous savons fabriquer et qui sont tellement plus performantes que nous, tellement plus belles aussi, plus inoxydables. Donc c'est cette espèce d'engouement pour la rationalisation comptable qui fait sans doute l'unité entre le dopage, comme effectivement vous avez raison, haine d'être ce que l'on est, et la cyborgisation qui est servons-nous de ce qui peut nous augmenter, parce que l'essentiel est encore une fois dans la fuite en avant tout à fait moderne, qui définit même la modernité, la fuite en avant, allons toujours au-delà, rêvons de l'illimitation. Et l'illimitation, c'est encore une fois la sortie du corps. Il n'y a pas meilleur terrain pour apprécier la cyborgisation que le sport. Au départ, le mot de cyborg a été utilisé, je le disais tout à l'heure, dans le contexte de la conquête de l'espace, lorsqu'il s'est agi de se demander comment un organisme humain dans l'espace pourrait bien se livrer aux fonctions qu'on attend de lui, dans un environnement qui n'est pas l'environnement naturel. Donc on a décidé de coupler cet organisme avec des dispositifs techniques externes, et c'est ça qu'on a appelé la cyborgisation. Donc il s'agit bien, plus que d'augmenter, là, d'étendre, d'amplifier la performance. Bon, il se trouve qu'on parle d'augmentation aujourd'hui parce qu'on a des technologies de plus en plus invasives et qui vont permettre, qui doivent pouvoir permettre de modifier de manière durable, voire irréversible, le corps. Mais cette logique-là, cette dimension-là, elle est présente au plus haut point dans le monde du sport aujourd'hui. Et le sport est sans doute le laboratoire de la cyborgisation. C'est pour ça que la cause du dopage est une cause controversée. Parce qu'on pourrait se dire qu'après tout, il est normal qu'un sportif se dope, puisque on attend du sportif qu'il nous révèle ce jusqu'où peuvent aller les corps. Et c'est même la logique de la modernité qui exige qu'on aille toujours au-delà.
Cette augmentation, cette transformation, on la retrouve dans ce qu'on appelle les morphotypes, c'est-à-dire par exemple tous ces gymnastes calibrés en taille, en poids, qui ne se distinguent plus finalement les uns des autres, les sprinters bodybuildés, les coureurs, les cyclistes par exemple, qui sont comme asséchés, ou les lutteurs de sumo. Donc cette augmentation, elle s'accompagne, pas simplement, ne parlons pas tout de suite de substitution, elle s'accompagne d'une sorte d'uniformisation des corps. Mais, et fatalement, puisque l'augmentation est le produit d'une science, d'une technologie qui fonctionne de manière industrielle. Donc il est logique que le résultat de l'application de ces adjuvants techniques sur des corps confine à l'uniformisation, voire à la zombification. Quand j'étais jeune, je lisais Spirou et Zorglub. C'est les armées de Zorglub qu'on... Voilà, c'est une anthropofacture, c'est la création d'un nouveau type humain. On assiste à l'émergence d'un nouveau type humain, avant même de parler des robots. Et vous avez raison de parler de type humain. Oui. Le romancier Junger montrait bien comment, lui il citait ça avec la guerre 14, mais peu importe, il y a eu une cassure, on est passé de l'individu au type. On était dans une société qui valorisait l'individu et on est passé subrepticement, à l'occasion justement de la science et de la technique investie pendant la guerre 14, on est passé au type. Et le type, c'est l'épure de l'individu réduit à l'élémentaire. L'élémentaire du geste, dans le sport, l'élémentaire du rituel, l'élémentaire même de la pensée. Et cette typification, eh bien, elle est évidemment le corrélat de l'application standardisée, industrialisée des éléments de transformation du corps. On voit d'ailleurs ici un cycliste avec une oreillette qui l'informe, commande, dirige, calcule, etc. Au fond, on a affaire à des cybernautes. Vous qui me parlez d'output, par exemple, ne sommes-nous pas ici dans une sorte d'univers où la réalisation de cette augmentation triomphe? Oui, et puis les oreillettes, elles sont surdéterminées parce qu'elles représentent la conquête de l'action à distance. Au fond, notre pouvoir sur les choses est d'autant plus important que nous pouvons agir sur elles à distance. Donc la conquête des dispositifs d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques est quelque chose d'absolument fascinant. Aujourd'hui, quand vous voulez ébahir le public, vous dites, regardez, aujourd'hui, grâce aux ondes électromagnétiques, on permet à des tétraplégiques de commander leur environnement à distance, d'ouvrir un placard, un téléviseur, rien que par la pensée. Rendez-vous compte, nous sommes presque comme Dieu, il suffit de penser pour réaliser quelque chose. Nous produisons ce que les philosophes appellent un argument ontologique. Je pense quelque chose et je produis l'action qui réalise ce quelque chose. Donc les oreillettes, là, c'est effectivement de la réception, mais l'émission et la réception d'ondes électromagnétiques est quelque chose de profondément fascinant. Et si les sportifs peuvent recourir à ces technologies-là, c'est d'autant gagné pour les énormes investissements que l'on fait en termes de financement pour produire cette action à distance. Oui, puis surtout cette idée que, tant qu'il y a l'homme qui est l'émetteur et un autre homme qui reçoit, on est dans une relation de communication assez classique, avec un message et un code. Mais à partir du moment où on va arriver à des connexions de machines, parce que le corps, finalement, le cerveau du cycliste va devenir un simple véhicule d'information, et puis il y aura connecté ou interconnecté des calculateurs, etc. Donc on arrive à un univers ici qui est un univers machinique, et strictement machinique. Bien sûr, ça on nous l'annonce pour très très prochainement. Nous allons être de plus en plus entourés d'objets intelligents. Et un objet intelligent, c'est un objet qui sera équipé d'émetteurs-récepteurs d'ondes électromagnétiques. Et si nous-mêmes nous sommes équipés de ces ondes électromagnétiques, nous pourrons communiquer avec ces objets. Mais ce qui est quand même peut-être plus inquiétant, c'est que ces objets pourront communiquer entre eux, et de plus en plus sur notre dos.
Donc nous sommes aussi dans un scénario où l'extrême maîtrise que nous acquérons sur les choses peut aussi signifier notre dépossession de l'initiative. Et là, on est dans des scénarios de science-fiction, mais qui ne sont pas complètement absurdes. Ça se trouve surtout reposer à nouveau frais la question du sujet. Le sujet, c'est celui qui dit « je ». Bon, c'était déjà un sujet problématique, brisé, tout ce qu'on veut, avec, je sais pas, la psychanalyse. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça voudra dire demain de dire « je » Qu'en est-il du sujet? Qu'en sera-t-il du sujet? Bon, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas déjà franchi quand même un pas important, ne serait-ce qu'avec avec le cyberespace, avec le web, où il n'est plus donné à quiconque de commencer quoi que ce soit, c'est-à-dire d'être un sujet, d'être l'auteur de quelque chose. Nous ne sommes jamais que pris dans des flux de communication. Nous prenons toujours des trains en marche, hein, et nous sommes plutôt des commutateurs, comme disait un sociologue, Marc Guillaume. Hein. Nous sommes des commutateurs. Nous laissons passer de l'influx ou nous bloquons de l'influx. Hein, mais en aucune façon, nous ne pouvons nous imaginer être des sujets au On sens... retrouve les outputs, là. Voilà, exactement. Nous sommes toujours à la croisée. Nous sommes des boîtes noires qui recevons des inputs et qui produisons des outputs. Le sport atteignant des limites, le sportif est fragile en tant qu'il est un être de chair. Il y a la limite objective des records dont on a parlé en 2030 récemment. Est-ce que cela ne va pas justement justifier la robotisation des corps, l'augmentation d'abord avant d'en arriver carrément à la substitution? Et oui, tant qu'on restera dans cette dynamique de fuite en avant qui caractérise la modernité, on devra vouloir donner une issue aux limites atteintes par le sportif par une robotisation. Et on verra se développer peut-être des exosquelettes évoluant sur les stades, etc. Mais je dis bien, tant qu'on restera dans cette dynamique moderniste qui caractérise aujourd'hui effectivement l'orthodoxie ou la pensée dominante dans les sociétés technologisées. Oui, puis surtout quand vous parlez de l'imperfection humaine, comme s'il fallait corriger l'imperfection humaine. Et dans le sport, c'est la même chose, comme s'il fallait corriger l'imperfection du sportif, car le sportif est imparfait en tant qu'il est un homme. Et donc ici, il y a tout ce processus qui se met en place dans la grande conscience finalement, puisqu'il s'agit de rendre parfait l'imparfait selon des critères de performance et d'efficacité. Oui. La seule manière de s'en sortir, ce serait de consentir à l'imperfection et de considérer que l'imperfection est notre privilège. Hein. Mais bon, de là à ce qu'on puisse se réconcilier avec la finitude qui nous caractérise, il y a peut-être loin. Hein. Et on peut dire que les technologues, le sport de haut niveau, sont autant d'arguments qui nous dissuadent de vouloir nous réconcilier avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres fragiles. Des êtres sensibles. Des êtres sensibles et qui, grâce à cela, peuvent communiquer les uns avec les autres. C'est l'exemple d'une communication à la fois chorégraphique et sensible et sensuelle. Est-ce qu'on peut... Une statue du XVIIe siècle. Ben rien n'est plus beau que cela, rien n'est plus beau. Et il y a à la fois l'extase qui signifie la sortie du corps, hein, soit dit en passant. L'extase et la demande. Enfin, donc, oui, je considère que cette conjugaison de corps, ici, emblématise, symbolise bel et bien cette espèce de propension à la communication, à la communion, à l'amour, à l'érotisme qui nous caractérise constitutivement. Et malheureusement, c'est ce avec quoi la technologie voudrait nous voir finir. Oui, puis c'est la perfection de l'imparfait, et non pas la perfection du parfait. Exactement. Ce qui mesure un décalage. Exactement, la perfection de l'imparfait. Voilà une belle formule pour désigner l'objection à faire aux transhumanistes et aux post-humanistes, bien sûr. Donc il y a ce corps sensible qui peut à la rigueur encore apparaître presque comme une sorte
de lapsus sur certains corps sportifs. Vous avez une très belle image ici, on voit une goutte de sueur, comme si cette goutte de sueur nous rappelait l'humanité du sportif, qui pourtant a été modelé, fabriqué, construit. Il reste ces petites failles. Dernier point d'imperfection peut-être. Elle a quelque chose effectivement d'incongru et en même temps d'éminemment prometteuse, cette larme. Hein. Tant qu'il y aura des larmes, il y aura de l'humanité. Oui, parce qu'on se demande finalement si ce processus en marche n'essaie pas d'en finir avec le biologique en l'homme, enfin, avec le bio, avec la vie. C'est ça qui nous humilie profondément, cette honte dont on parlait tout à l'heure, elle tient dans le biologique. Hein, parce que le biologique, c'est le donné, c'est effectivement le fragile, c'est ce qui résiste, l'anti-artefact. Oui, oui. Ce qui résiste, comme vous disiez toujours, du corps. C'est ce qui résiste. Ouais. Oui, oui. Et donc c'est avec la biologie qu'on veut en finir. Hein. Mais vous parliez tout à l'heure de Heidegger, c'est ce qui le révulsait dans la définition qu'Aristote donnait de l'homme comme un animal rationnel ou un animal social, etc. C'est l'animal qui farouchement lui déplaisait parce qu'il était l'indice même du bios. Hein. Donc, ce que les transhumanistes appellent la viande. Il faut en finir avec la viande. C'est un terme admirable quand même. Admirable. J'avais vécu ça personnellement comme un événement dramatique. Je me suis dit, voilà, plus jamais un homme ne triomphera aux échecs contre une machine. Hein, et bon, l'intelligence s'est volontiers symbolisée dans le jeu d'échecs. Hein, donc ça voulait dire que l'intelligence va être de plus en plus du côté des machines et nous allons rester sur le carreau. Donc c'est un épisode effectivement dramatique. Alors Kasparov, qui est un homme très, très intelligent, le dit aujourd'hui. Il dit non, maintenant ça y est, c'est la machine qui va triompher. Donc c'est plus la peine de se mettre dans une situation de compétition contre la machine. Mais ce qu'il dit, qui est beaucoup plus fin, il dit ce qu'il faut faire, c'est s'allier à la machine. Hein. Donc c'est composer avec la machine. Et il a organisé un certain nombre de championnats d'échecs, hein, où de part et d'autre, c'était un homme et une machine. Hein. Et il en a tiré une impression très très contrastée, parce qu'il a découvert qu'un homme qui joue très très bien aux échecs, jouant avec une machine qui joue très très bien aux échecs, eh bien l'homme devient médiocre. Il perd de son augmentation. En tout cas, son niveau de performance devient relativement plus bas. D'ailleurs, c'est une remarque qu'il faut dire, qu'il faut mettre en avant. Dans le monde des neurosciences, où donc on vise à l'augmentation des facultés cognitives, on s'aperçoit que quand on utilise des psychostimulants, par exemple, qui sont les résultats même de cette technologie de l'augmentation, eh bien, les psychostimulants, eh bien, qui s'appliquent vraiment à bon escient aux malades atteints d'Alzheimer ou aux malades atteints de Parkinson ou autres, lorsque on les administre à des êtres comme vous et moi, des êtres valides, sains, eh bien, loin de booster nos facultés cognitives les plus valorisées, eh bien, booste en réalité les facultés les plus élémentaires. Vous allez compter plus vite, vous allez vous souvenir de beaucoup plus de choses, mais vous ne serez pas plus réflexif, vous ne serez pas plus intelligent, vous n'argumenterez pas mieux, etc. Donc ce sont au fond les fonctions les plus élémentaires, les plus automatiques, les plus mécaniques qui se trouvent favorisés par les psychostimulants et par les technologies d'augmentation. Je crois que c'est une belle leçon à tirer. Hein. C'est-à-dire que l'augmentation dont on nous parle, elle servira peut-être les militaires, hein, elle servira peut-être, heureusement,
les malades dépourvus de plus en plus de ces fonctions cognitives élémentaires, mais elle servira vraisemblablement pas ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Cette transformation, à un niveau moindre, mais néanmoins significatif, c'est repérable dans le cadre, par exemple, du sport, de l'artificialisation des pratiques sportives. Regardons aujourd'hui vélo elliptique, toutes ces pratiques corporelles mécanisées, entre guillemets, cardio-training, etc. C'est un symptôme, ça, très intéressant quand même, de cette évolution. C'est d'abord le symptôme de cette standardisation, de cette zombification que l'on organise, que l'on orchestre. Et puis c'est l'idée que l'on peut dissocier de plus en plus le sport de la nature. Bon, ça, c'est inscrit évidemment dans la technologisation du sport, mais aussi de la nature environnante. Il n'y a pas besoin d'être en plein air. Ce que vous dites est très juste, ce qu'on appelle le plein air indoor est absolument admirable. Oui. Bercy, compétition de voile à Bercy, faire du ski à Dubaï. Donc là, nous avons l'exemple même, au fond, de cette artificialisation ou l'abolition du naturel, de l'artificiel, nature, culture, chaud, froid. Nous sommes dans une sorte de neutralisation des contraires et des contrastes. Neutralisation, oui, qui va au bout lorsque l'on pratique la virtualisation du sport. Et ce que j'évoquais en parlant des jeux vidéo, de la Wii, etc., qui est bon, le nec plus ultra de cette virtualisation. Donc, le sportif s'enferme de plus en plus dans sa bulle, il devient une espèce de monade, dissocié d'un environnement naturel, donc on peut le transplanter effectivement à l'intérieur, indoor, et puis progressivement, on va même pouvoir le conduire à dématérialiser ses gestes et à ne plus agir que par procuration. Et le sportif aujourd'hui va commander à distance, effectivement, le support d'une performance. Et ça, c'est évidemment pathétique. La valeur cardinale, ce serait, oui, une éthique de la fragilité, de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de ce qui fait la spécificité de l'homme aujourd'hui. On demande quel est le propre de l'homme. Y a-t-il encore un propre de l'homme à l'heure où on nous dit que nous ne sommes que des animaux et que nous devrions être de plus en plus des machines? Le propre de l'homme, c'est qu'il est conscient de sa fragilité, qu'il est fragile d'abord et qu'il est conscient de cette fragilité. Et que peut-être toute sa culture est fondée sur ce sentiment de la fragilité. Les religions, les arts, les philosophies, le mouvement même des sciences est motivé par ce sentiment de la fragilité. Or, si nous mettons tout en œuvre pour expulser cette fragilité, effectivement, nous déshumanisons profondément. Donc, retrouver une posture, et le terme n'est pas péjoratif, une attitude qui réhabiliterait la fragilité, qui nous conduirait, par exemple, à regarder différemment la vieillesse. Après tout, il y a des sociétés qui cultivent la vieillesse comme la richesse essentielle. Nous sommes dans des sociétés qui expulsons la vieillesse, qui voulons en finir avec elle. Le handicap de la même manière. Le handicap de la même manière. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à faire qui procède de micro-actions dans le quotidien? On peut avoir ces micro-actions qui témoignent de notre part de cette nouvelle confiance qu'on ferait à l'humain dans ce qu'il a de plus vulnérable et de plus fragile. Il n'y aura pas émancipation si le sport est le prétexte à survaloriser le collectif et à faire prévaloir le continu sur le discret. Donc c'est trouver la bonne mesure. Et nous parlions des intellectuels qui s'intéressent au sport. Ils le font toujours comme une espèce de faculté de tester leur aptitude au va-et-vient entre le discret et le continu. L'activité solitaire de l'intellectuel et puis la propension à s'ouvrir au collectif. Vous avez une belle image ici où nous sommes entre la danse, l'exercice, il y a à la fois le mouvement, il y a à la fois le duel, au sens de la dualité, la composition, la beauté. Est-ce que tout cela n'incarne pas justement ces valeurs Ça, c'est l'emblème de la grâce
Et le sport, quand il confine à la grâce, est absolument subjugant. Au plus près de la danse. Ben oui, et la grâce, c'est justement cette faculté Matisse. de dépasser les limites du corps tout en restant dans le cœur. Et la ronde de Matisse est merveilleuse d'expression de ce point de vue-là. Il y a du corps, c'est sûr, il y a donc de la résistance, mais cette résistance, elle est sublimée, elle est transfigurée, et bon, elle exprime tout entière cette espèce d'humanité. Et nous remarquerons d'ailleurs qu'on retrouve la création avec ces deux mains qui à la fois se tendent et ne se touchent pas. Ouais. Donc il y a là vraiment Ouais. l'ouverture. La Ouais. ronde, elle est à la fois constituée et ouverte. Et vous avez aussi, bon, je le dis très abstraitement, la pondération du discret et du continu, de l'individu et du groupe. Et ça, c'est bon, c'est ça, cet humanisme auquel il faut tenir.